tout d'abord les faits avec vous, Lydie Harouche. Bonjour Lydie. Cette économie de guerre annoncée à corps et à cri, notamment par Emmanuel Macron, elle a bien du mal à se mettre en route. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui? Pourquoi ce nouveau coup de pression de notre ministre? Vous l'avez dit, en tout cas, notre ministre des Armées, il est assez clair. Pour la première fois, il n'exclut plus des réquisitions. C'est ce qu'il a annoncé mardi dernier et on va l'écouter. Pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement de faire, c'est-à-dire si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, donner l'instruction à l'entreprise de faire passer la commande militaire avant la commande civile. Au bout de 2 ans de guerre en Ukraine, avec un budget de 413 milliards d'euros pour les 6 années qui viennent, il est impensable que l'industrie de défense ne poursuive pas évidemment sa transformation. Et cette menace, elle est loin d'être en l'air, puisque dès vendredi, le décret sur la sécurité des approvisionnements était publié. Et très vite, le ministre a dégainé avec premièrement visé, vous le disiez, le missilier franco-italien MBDA. L'objectif, c'est bien sûr accélérer les cadences de fabrication des missiles Aster pour la défense aérienne. Pour le ministre, il y a urgence à livrer très rapidement ces missiles à l'Ukraine. Il faut dire qu'ils sont très efficaces pour neutraliser les engins balistiques russes. Vous le voyez, une bulle autour de Kiev, par exemple, peut le protéger jusqu'à 200 km grâce à ces systèmes de défense sol-air. Sébastien Lecornu qui explique pourquoi les cadences sont trop lentes selon lui, toujours dans cette interview, c'est parce qu'il y a une tentation de faire du flux tendu et de ne pas avoir suffisamment de stock de matières premières ou encore de composants. Alors combien de temps cela prend-il justement pour livrer ces missiles? Eh bien, le ministre, il donne des objectifs. En tout cas, jusqu'ici, le délai de production, il a baissé de 26%. On va le voir, il fallait avant jusqu'à 42 mois entre le temps de la commande et le temps de livraison. Ce délai qui a été réduit aujourd'hui à 30 mois, mais le ministre, il veut aller plus loin en raccourcissant ce délai à 18 mois d'ici à 2026. Alors Sébastien Lecornu annonce également qu'il s'apprête à débloquer un nouveau lot de ces missiles pour l'Ukraine. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il affirme toujours dans cette interview à la Tribune. Il le dit, je m'apprête à débloquer un nouveau lot de missiles Aster 30 donnés à Kiev. Voilà pourquoi le ministre des Armées en a commandé plus de 400. On en a 200 dans une première commande qui a été faite en janvier 2023. 200 autres Aster qui sont à venir, dont une centaine rien que pour les Ukrainiens. Et puis il y a aussi les Rafales, les avions produits par Dassault Aviation. Avant, ils n'en produisaient qu'un par mois, 11 par an. Et bien aujourd'hui, le ministre de la Défense veut là aussi aller plus vite, que l'entreprise produise davantage, avec un changement complet de paradigme pour la société française. Ce sont tous les délais en fait des entreprises d'armement qui sont en train d'être scrutées, passées à la loupe, et désormais, bien Sébastien Lecornu n'hésite plus à taper sur les doigts. Est-ce que le politique se décharge là un petit peu de ses responsabilités? Parce que Emmanuel Macron annonce il y a 2 ans le lancement de l'économie de guerre. Il ne s'est pas passé grand-chose. Aujourd'hui, on a Lecornu qui tape du poing sur la table. C'est une façon aussi de se décharger de ses responsabilités, du clos? Oui, on essaie de rattraper le retard. Je pense qu'il y a vraiment la question du réveil qui est en train de se passer du côté politique. On se rend compte que à la fois, il faut qu'on puisse assurer notre défense, il faut aussi qu'on puisse armer l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre. Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, en fait, on n'est pas au bon endroit. Donc ils essayent vraiment de se réveiller, de relancer les industries. Et il était temps. Oui. Alors on l'a dit et vous l'évoquiez, Marc, à l'instant, il y a des annonces aussi qui sont faites en matière d'envoi d'armement. Alors il va y avoir des missiles Aster, ça... Oui, des missiles qui vont servir à la défense aérienne du pays, contre les attaques de missiles russes. Notamment, ce sont bien sûr des systèmes de défense solaire qui ont été fournis par les Français, les fameux SAMPT Mamba, et ce sont eux qui ont besoin d'Aster. Voilà, donc ça c'est crucial. N'oublions pas nos amis italiens. Très bien, franco-italien. Ça répond à une demande directe de Volodymyr Zelensky. Aidez-nous à nous défendre. Et puis on a aussi ces fameux VAB, vous le disiez, des véhicules avant blindés, du matériel ancien, de l'aveu même du ministre, mais encore opérationnel. Encore heureux, on peut dire. C'est pas du tout ce que veulent les Ukrainiens, ça. Ce qu'ils veulent les Ukrainiens, c'est des moyens qui leur permettent de gagner cette guerre aujourd'hui où on leur donne ces véhicules-là. Ça va leur apporter quoi comme avantage aujourd'hui sur le front, Arlette Chabot? Je crois que l'idée, c'est d'un ensemble. C'est-à-dire, on donne tout ce qu'on peut. Voilà. Alors, même si c'est pas fort. Non, mais c'est exactement ça. Pardon de le dire, mais c'est pas la première fois. On fait les fonds de tiroir. On fait les fonds de tiroir. Ce qu'on a en stock. Ce qu'on a en stock, mais la situation, quand vous entendez effectivement les responsables ukrainiens, à commencer par le président lui-même, la situation est quand même assez inquiétante et ils dramatisent et ils ont raison de le faire.
Donc au fond, on donne tout ce qu'on peut donner. Alors ces véhicules seront utilisés, peut-être qu'ils ne resteront pas longtemps intacts sur le terrain, mais enfin en tout cas, c'est du matériel. Et puis le reste, on est passé de la communication minimale côté français à la communication maximale, avec effectivement l'évolution, ça correspond tout à fait à l'évolution de la position de la France, au discours du président de la République. On a ironisé sur ces plateaux, c'est vrai, depuis des mois, sur la France en économie de guerre, rions un peu parce qu'on n'y est pas du tout. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a une pression avec de l'argent, parce que les entreprises privées disaient, mais donnez-nous effectivement une perspective. Ah ben là, ils ont 20 milliards de commandes. Voilà, c'est ce que dit Sébastien Lecornu. Oui. Maintenant, il y a 20 milliards sur la table. Elle est là, la faiblesse inhérente de nos sociétés par rapport à la Russie, qui certes a mis peut-être 1 an, voire 2, à lancer cette économie de guerre, mais aujourd'hui qui tourne à plein régime. Nous, c'est beaucoup plus lent, Louis Duclos. Oui, bien sûr, le niveau d'implication de la Russie aussi est différent par rapport à nous. La Russie est en guerre ouverte face à l'Ukraine, c'est un conflit interétatique, donc ils sont obligés de mettre un maximum s'ils veulent gagner cette guerre. Nous, on n'est pas encore en guerre, que je sache, avec la Russie. On arme l'Ukraine, donc ça nous coûte évidemment cher au niveau de nos propres stocks et au niveau des finances qu'on va y mettre. Mais on n'est pas non plus dans une guerre ouverte. Si jamais un jour une guerre ouverte, et on espère que ça n'arrivera pas, mais si un jour ça arrive, forcément que les moyens seront mis pour pouvoir équiper au maximum et s'armer au maximum, mais on en est encore loin. 14h32 sur LCI, on repart en Ukraine, le pays qui est en train d'ériger de véritables barrières de protection autour de ces grandes villes, y compris près de la capitale, Kiev, où près de 10 000 dents de dragon ont été installées, de l'aveu même du chef de l'administration locale. D'ailleurs, regardez ces images qui nous parviennent, on les voit très clairement installées dans des champs, donc dans la région de Kiev, des dents de dragon, mais aussi un fossé anti-char qui a été aménagé. On apprend également par le chef de l'administration locale que d'autres moyens de défense sont mis en œuvre. Tardivement ou pas, la capitale, Kiev, se prépare à la possibilité d'une arrivée des Russes à proximité de Kiev. Voilà le détail, donc, ce système de tranchées, d'abris, des barrières, dents de dragon, des fossés anti-chars, d'autres barrières non explosives. On sait qu'à Kharkiv aussi, l'inquiétude est vive. Alors à Kharkiv, on est très près de la frontière avec la Russie, à quelques kilomètres à peine. La ville est régulièrement bombardée depuis des mois maintenant. C'est quotidien pour les habitants. Du plausible, vous le dites, et c'est tragique de dire ceci, bien sûr, au bout de 2 ans de guerre, mais oui, c'est une possibilité qui est étudiée sérieusement, y compris pour cette ville cruciale pour l'économie ukrainienne, Odessa. Donc, si la guerre dure encore, l'Ukraine perdra Odessa. Alors, c'est Elon Musk qui le dit, et non pas Vladimir Poutine. Ça peut sembler étonnant, mais c'est le milliardaire américain qui dresse ce constat sur Twitter. Voilà ce qu'il a déclaré. Elon Musk: plus la guerre se prolonge, plus la Russie gagnera de territoire jusqu'à ce qu'elle atteigne le Dniepr. Si la guerre dure suffisamment longtemps, Odessa tombera également, dit-il. La question reste, à mon avis, selon Elon Musk, de savoir si l'Ukraine perdra ou non tout accès à la mer Noire. Et il fait sa recommandation, un règlement négocié avant que cela ne se produise. Je vous vois soupirer, Nadejda Koutepova. Il a déjà eu des positions très contestées sur cette guerre, bien sûr, Elon Musk. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une possibilité qui est ouvertement évoquée, la perte d'Odessa. J'appréciais beaucoup la liberté d'expression, mais certaines personnes qui font la business doivent suivre ce chemin commercial et ne pas s'exprimer sur la matière géopolitique. C'est première chose. Deuxième chose, cette semaine, on a remarqué que Elon Musk vend des Starlink en Russie. C'est vendu ouvertement. Et je préférais que Elon Musk s'occupait ces Starlink qui sont vendus en Russie, au lieu de dire que l'Ukraine va tomber, etc. Et je pense que cette position d'Elon Musk, ni éthique ni morale, est très cynique. Oui, parce que, vous savez, c'est un peu comme, je ne sais pas ce mot en français, mais ce semble que cet homme qui se semble très puissant, fait quelque chose pour faire tomber l'Ukraine. Oui. C'est pas bon, même pour le moral. C'est absence d'éthique totale pour moi. Est-ce qu'il y a un fond de vérité ? Est-ce que l'Ukraine a plus à perdre à continuer cette guerre aujourd'hui, vu le rapport de force qui existe sur le terrain, qu'à la continuer? Parce que c'est ça, en fait, qu'il soulève comme problème Elon Musk avec sa déclaration. Si l'Ukraine n'a pas plus de soutien du côté de l'Occident,
forcément que le risque de défaite face à la Russie est accru parce que la Russie est capable de mettre toujours plus de moyens, là où l'Ukraine ne peut pas. Pour autant, Elon Musk, je pense, s'invente des compétences qu'il n'a pas. C'est sans doute un entrepreneur très intelligent là-dessus, mais au niveau géopolitique, il y a rien qui lui donne une légitimité à ce niveau-là. Quand on parle d'Odessa, il faut traverser le Dniepr. Ça va être une catastrophe pour les Russes s'ils essaient de traverser le Dniepr. Ça demande des moyens de génie. Donc, c'est-à-dire de mettre des ponts militaires pour faire traverser les blindés, etc. Ça va être extrêmement difficile. Pour les autres villes comme Kharkiv, honnêtement, ou Kiev, qui est encore plus loin, je ne vois pas comment ils peuvent faire les Russes. Quand on voit les dizaines de milliers d'hommes qu'ils ont perdus à Bakhmut ou à Avdiivka, qui sont des villes qui sont vraiment très petites comparées à Kharkiv, je vois mal comment ils peuvent réellement faire une différence et réussir à capturer ces grandes villes. À moins qu'ils fassent comme dans le scénario de Mariupol, où en fait ils bombardent et ils détruisent toute la ville. Ouais, alors regardez, on a une carte là des positions russes. Alors on sait qu'ils étaient de l'autre côté du Dniepr tout de même à un moment. Hein. Ils étaient sur sa rive droite. Oui. Ils en sont repartis après cette contre-offensive éclair de l'armée ukrainienne. Et surtout pour reconstituer des lignes de défense. Ouais. C'est eux qui ont pris l'initiative de quitter Kherson. Ouais. Oui, effectivement. Ils savaient que dans cette position-là, très précaire, ils avaient tout à perdre et rien à gagner. Bon, ça, c'était cette fameuse contre-offensive en septembre 2022. Le temps a passé depuis. Depuis, effectivement, ces positions sont figées. Mais quand on regarde ici sur la carte, ils ne sont pas si loin techniquement. C'est uniquement l'obstacle aquatique aujourd'hui qui vous fait dire que c'est impossible. Il y a les fleuves à traverser. Ouais. Puis surtout, la flotte russe est quasiment hors jeu ou avec des capacités d'action extrêmement limitées en mer Noire. Parce que la grande victoire des Ukrainiens, on en a souvent parlé sur ce plateau depuis le début de la guerre, c'est le fait d'avoir contraint la flotte russe à être totalement sur la défensive, à se replier vers le nord-est de la mer Noire, après avoir perdu un nombre conséquent de bateaux, à commencer dès avril 2022 par leur navire amiral, le Moskva. Donc, techniquement, Odessa, c'est difficile. C'est impossible. Moi, je vois que c'est impossible pour le moment. Je vois pas comment ils peuvent faire. Même Kherson, ils se sont retirés de Kherson justement parce qu'en fait, la logistique pour faire tenir les hommes qui étaient à Kherson, c'était impossible parce que toutes les barges qui traversaient le Dniepr pour les approvisionner, elles se faisaient détruire, elles se faisaient bombarder systématiquement, et ce qui faisait qu'au bout d'un moment, c'était plus tenable et ils ont dû se replier. Et juste un point sur Elon Musk. Elon Musk, dans toute cette affaire de la guerre d'Ukraine, est extrêmement ambigu parce qu'à la fois l'Ukraine lui doit beaucoup, parce qu'il a offert la possibilité aux Ukrainiens d'avoir accès à Starlink, alors que le début de l'offensive russe en février, ça avait été de rendre aveugle tout leur système de satellites. Donc ça a été fondamental. Ensuite, Elon Musk, à l'automne 2022, en octobre, brusquement, au moment où il y avait l'offensive sur Kharkiv, justement, qui avait libéré Kharkiv, brusquement, les liens avec Starlink se sont interrompus. C'était Elon Musk qui les avait coupés pour renégocier le contrat à la hausse avec les Américains. Ensuite, par ailleurs, Elon Musk a bloqué, il l'a écrit dans ses mémoires, une offensive ukrainienne sur le port de Sébastopol, où ils voulaient faire un espèce de Pearl Harbor avec des missiles et des drones navals, mais ils avaient besoin de la liaison satellite, et lui a refusé. Apparemment, il avait l'accord du département d'État pour refuser. Oui. C'est au dernier moment, d'ailleurs. Au dernier moment que du coup, l'opération a dû être annulée, et une immense frustration pour les Ukrainiens, du coup. Dans la tête d'Elon Musk, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il prend cette décision-là? Il en avait parlé ensuite, il l'avait justifié? La crainte d'une escalade. La crainte de l'escalade, et c'est vraisemblablement la raison aussi pour laquelle, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il ait pris une telle décision seul, d'autant qu'il avait ses gros contrats avec le Pentagone. On peut imaginer qu'y compris du côté de l'administration américaine, le grand Pearl Harbor dans la rade de Sébastopol, c'est quand même d'enclencher des mécanismes assez dangereux. Elon Musk, qui ne s'est pas contenté de donner ses pronostics pour la suite de la guerre, qui est revenu aussi sur ce qui s'est passé lors de cette contre-offensive ratée de l'été dernier des Ukrainiens. C'était une perte tragique de vie pour l'Ukraine, dit-il, que d'attaquer une armée plus nombreuse, dotée d'une défense en profondeur, de champs de mines et d'une artillerie plus puissante, alors que l'Ukraine manquait de blindage ou de supériorité aérienne. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un fond de vérité là aussi, Louis Duclos? Non, pour moi, là c'est même du mensonge. C'est l'Ukraine qui aurait attaqué la Russie. Je pense que là c'est... Oui, c'est la formulation qui vous fait tiquer, effectivement. C'est ça. Enfin, l'Ukraine, depuis le début, elle ne fait que montrer patte blanche et que montrer qu'elle ne veut pas de conflit avec la Russie, qu'elle ne veut pas de problème et qu'elle ne veut pas de guerre. Au-delà de ça, sur le constat, effectivement, de cette ligne Soloviev qui a effectivement été infranchissable pour les Ukrainiens, est-ce qu'on les a envoyés au casse-pied
équipe, tout simplement. Est-ce qu'il fallait y aller ou est-ce qu'il fallait creuser des défenses comme ils sont en train de le faire d'ailleurs autour de leur ville et à Soumy? Oui, bien sûr, il fallait défendre. Ils défendaient leur pays. Je pense que c'est normal. Nous, en France, qui avons connu 14-18 et 39-45, je pense qu'on peut comprendre la nécessité de se défendre d'une invasion. Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout que les Ukrainiens se soient défendus et qu'ils aient mis le paquet et que des dizaines de milliers de personnes se soient sacrifiées pour leur pays. Ils n'ont pas le choix, c'est un risque existentiel.